Bonsoir. Bienvenue à notre atelier sur l'évaluation foncière 2026. Mon nom est Pierre Pagé. Je suis un des fondateurs de Montréal pour tous en 2012 et président depuis. Alors, je vous rappelle un peu en gros qui nous sommes et ensuite, on va passer à l'ordre du jour qui comprend plusieurs invités. Alors, Montréal pour tous a pour mission de contribuer à ce que Montréal demeure une ville où il reste possible d'habiter en payant des taxes résidentielles adaptées à la capacité de payer de toutes et tous. Nous œuvrons à faire préciser et respecter le droit de se maintenir dans son lieu de résidence et son milieu de vie en payant un niveau de taxe foncière juste, que l'on soit propriétaire, occupant, locataire ou commerçant. On a deux grands volets de notre action. Le premier, c'est le domaine des finances de la Ville de Montréal, soit les budgets et investissements. En 2012, il y a beaucoup de gens qui voulaient quitter Montréal en disant on paye trop de taxes, puis en plus, il y a 20 de nos taxes qui s'en vont pour la corruption. Alors là, on s'est dit à quelques-uns, ben non, ça n'a pas de bon sens. On va s'organiser, puis on va y aller à l'hôtel de ville. Alors, on a réuni vite 75 personnes, puis là, on a décidé d'aller questionner l'hôtel de ville. Et ils ont dit, ben toi, Pierre Pagé, t'es habitué à parler en public, vas-y donc. Fait que ça a mal commencé parce que le maire Tremblay nous a envoyé promener en disant, Monsieur Pagé, pourquoi vous venez vous plaindre, vous, comme petit propriétaire? Vous êtes assis sur un tas d'or, puis quand vous allez vendre, vous allez encaisser votre magot. Je dis, Monsieur Tremblay, je pense que vous ne comprenez pas. Beaucoup de petits propriétaires ont de la misère à se rendre jusqu'à leur tas d'or. Puis aussi, ils n'ont pas acheté une maison pour faire un coup d'argent, ils l'ont acheté pour élever leur famille et pour vivre dans un milieu de vie intéressant. Donc, on continue dans le domaine des finances. Nous, à peu près chaque année, on va à la commission des finances, puis au fil des ans, on a présenté quasiment 50 propositions de changement. Par exemple, de taxer plus les propriétaires étrangers, de taxer plus ceux qui achètent puis revendent vite pour faire un coup d'argent. Alors, ça, c'est notre premier domaine. Le deuxième, c'est surtout l'évaluation foncière et la taxation foncière dont on va parler ce soir. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on exige, c'est de payer, on veut payer notre juste part de taxes, on n'a jamais contesté ça, mais on veut que s'améliore le système pour comprendre notre évaluation. C'est trop compliqué. Puis pour déposer une demande de révision aussi, il faut quasiment avoir un doctorat. Alors nous, on a de rencontres chaque 3 ans, chaque rôle foncier, les responsables de la ville, on dit on veut des mesures plus simples à comprendre, on veut des informations plus accessibles. Puis, au fil des ans, ben, on en obtient. Puis là, on continue encore le 30 mars. On a une réunion avec les responsables accompagnés du président du comité exécutif pour discuter de ça. Alors, c'est ça, en gros, Montréal pour tous. Nous, on est non partisans, on est des bénévoles, puis aussi, on a reçu une première subvention le mois passé pour créer un guide, une vidéo pour faire plus comprendre l'évaluation foncière à des gens qui maîtrisent mal le français ou qui n'ont pas eu la chance longtemps d'aller à l'école. Alors, on veut faire en sorte que ce soit plus facile de comprendre ça. Alors, donc, vous voyez à l'ordre du jour, à l'écran, pardon, l'ordre du jour. Alors, on a un premier groupe de collaborateurs du Collège Montmorency qui vont présenter divers documents qu'ils ont gentiment, bénévolement élaborés au fil des ans avec nous. Après ça, on va avoir les étudiants qui vont présenter certains documents qui sont disponibles et qui vont vous aider à comprendre, mais aussi peut-être à déposer une demande de révision qui est permise par la loi. Ensuite de ça, on va avoir Madame Hélène Saint-Denis, qui est une évaluatrice professionnelle agréée, qui a tous ses titres et qui fait du bénévolat d'entreprise au nom de la firme Bourassa-Jourdouin et qui va vous présenter l'essentiel de ce qu'on doit tenir compte quand on veut comprendre et qu'on veut déposer une demande de révision.
Puis après ça, moi, je reviendrai pour présenter quelques petits points. Alors, sans plus tarder, je vous présente et je cède la parole à Madame Catherine Nadjem, qui est professeure au Collège Montmorency en technique d'estimation et d'évaluation de bâtiments. Alors, elle, avec son groupe de finissants, depuis plusieurs rôles fonciers, ils nous aident terriblement. Sans leur rapport, on ne pourrait pas avoir autant d'outils intéressants. Alors, je laisse Catherine, je lui laisse la parole pour le point numéro 2 et je vous souhaite une bonne soirée. Et vous verrez dans l'ordre du jour qu'il y a des blocs après que les étudiants auront parlé. Il y aura une période de questions en ligne, puis la même chose après la présentation de Mme Saint-Denis. Donc, bonne soirée. Merci, Monsieur Pagé. Bonsoir à tous. Alors, mon nom est Catherine Nadjem. Je suis professeure au programme technique d'estimation et d'évaluation en bâtiment au Collège Montmorency. Je remercie l'équipe de Montréal pour tous pour la tribune de nous permettre de présenter nos travaux aujourd'hui. J'ai 3 étudiants, en fait j'en ai 4, mais j'en ai une qui est absente ce soir, qui ont participé aux travaux. Donc, je vais les nommer, puis vous allez les voir tantôt. Avant, je vais vous présenter 2 documents. Donc, c'est Jade Bourgon, Adriana Moreau, qui est pas là ce soir, mais qui était là à la présentation du 25 février dernier, Elias Dabi et Evie Boismenu. Je vais d'abord vous présenter une capsule vidéo qui a été faite par une cohorte antérieure, c'est-à-dire pour un rôle qui date de 2023, qui vous explique comment aller chercher les informations sur le site de la Ville de Montréal en lien avec votre rôle d'évaluation municipale, sur votre sommaire de rôle ou quand vous avez reçu votre avis, plutôt, vous avez reçu aussi un code et avec ce code-là, vous avez accès aux ventes que la Ville a retenues pour déterminer la valeur réelle sur votre immeuble. Alors, cette vidéo-là vous explique la démarche à suivre sur le site de la Ville de Montréal pour aller chercher les informations pour votre immeuble sujet, puis par la suite pour chacun des comparables qui ont été retenus par la Ville. Alors, on y reviendra à cette étape-là, mais là, pour l'instant, c'est juste pour vous permettre de savoir où aller chercher l'information. Alors, même si on parle de 2023, sachez que ça s'applique pour le rôle de 2026. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment accéder à votre rôle d'évaluation. Donc pour ce faire, ouvrez un navigateur, puis inscrivez dans la barre de recherche EvalWeb. Une fois écrit, vous cliquez sur le premier, donc EvalWeb ici, et vous allez accéder sur le site ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a le logo de Montréal. Pourquoi? Car tout ce que vous allez voir avec moi à l'instant présent, c'est pour des immeubles situés à l'intérieur de Montréal. Donc si vous avez des immeubles à l'extérieur de Montréal, le cas ne va pas être appliqué. Mais puisqu'on est à Montréal, le cas est applicable. Donc ici, on a 4 moyens de rechercher l'immeuble. Et je vais choisir l'adresse. Donc je clique continuer. Donc ici, il faut juste remplir des informations de base. Donc le numéro civique. Moi, j'ai un exemple à vous montrer. Donc je vais choisir le 5345. Ici, on écrit une partie de nom de rue. Donc rue Jeanne Mance. On n'écrit pas rue ou avenue, on écrit juste le nom. Donc moi, dans mon cas, c'est celle du plateau Montréal. Donc là. Et on écrit un numéro d'appartement ou de bureau si le cas est applicable. Dans mon cas, ce n'est pas applicable, donc je clique je ne suis pas un robot, puis rechercher. Et j'ai maintenant un extrait du rôle d'évaluation foncière. Comme je vous ai dit, ça c'est pour la municipalité de Montréal et c'est en vigueur pour l'année 2023, 24 et 25. Nous avons ici quelques informations par rapport à l'immeuble et nous avons même un compte de taxes si cela peut vous aider. Puis tout en haut ici, nous avons une version imprimable. Donc si on clique dessus, vous pouvez voir c'est quoi. C'est une façon de l'imprimer en papier ou en PDF si jamais ça peut vous aider. Moi je vais fermer pour le moment car je n'ai pas besoin. Et un autre truc que je vais vous montrer, c'est il y a un petit bouton rouge ici où est-ce que c'est écrit visualiser les ventes. Donc si je clique dessus, je vais arriver à ce petit onglet. Et si vous avez le code d'identification pour votre immeuble, que je vais vous montrer comment le trouver, donc vous cliquez dans le petit point d'interrogation en bleu, vous allez tomber sur cette page, vous suivez les indications et vous aurez un code que vous inscrivez ici.
Pour des fins de confidentialité, je ne vais pas montrer le code, mais une fois que je l'ai inscrit, je tombe sur ce site qui est la suite du site que je vous montre. Donc, c'est toujours le même immeuble qui est sujet. L'immeuble est juste ici, c'est l'étoile noire. Donc, ça c'est mon immeuble sujet. Et tout ce que vous voyez autour, les petits points rouges, ici, 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 etc., il y en a plusieurs, c'est des immeubles qui ont été sélectionnés pour faire la méthode de comparaison par un évaluateur. Donc, des immeubles qui ont été choisis avec certains critères similaires à votre immeuble pour trouver le prix de votre immeuble. Donc, on a les prix de vente, on a les dates de vente, l'année, les étages qui peuvent être pertinents, mais aussi l'adresse. Et comme je vous ai montré tantôt, la méthode que j'ai procédé pour avoir cette page-là, pardon, j'ai choisi l'adresse. Donc, vous pouvez refaire la méthode que je viens de vous montrer avec les adresses pour avoir les rôles d'évaluation et avoir un peu plus d'informations par rapport aux comparables de votre immeuble sujet qui ont été choisis. Vous avez un fichier Excel que nous vous avons envoyé que vous pouvez utiliser pour les adresses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous demander. Nous sommes présents pour répondre à vos questions. Donc merci beaucoup et passez une bonne journée. Alors ça, c'était la vidéo qui est disponible sur le site de Montréal pour tous. Et vous avez en plus, sur le site de Montréal, juste en dessous, le document 2 qui contient exactement les informations que la capsule vidéo qui vient de vous être présentée, mais décortiquée et présentée sous un document PDF. Alors, ce sont des informations qui sont disponibles pour vous. Si vous souhaitez vous y référer puis suivre étape par étape ce qu'on vient de présenter dans la vidéo, bien, ça va être possible aussi de le faire via ce document-là. Alors, sans plus tarder, on va passer avec la présentation des travaux de mon groupe d'étudiants. Alors, ces étudiants-là ont travaillé sur 3 types de propriétés unifamiliales, condo et plex. Ce sont des propriétés dont les propriétaires ont accepté de partager les codes. Et avec ces codes-là, il y a eu des recherches qui ont été faites et des analyses sur les fameuses 14 comparables que la Ville a retenues pour chacun de ces types de propriétés-là. Alors, je vais vous présenter mes étudiants. Ensuite, je vais faire un partage d'écran. Alors, Evie Boismenu. Bonjour. Jade Bourgon, puis Elias. Alors, sans plus tarder, je vais partir de l'écran. Je vais leur laisser la place. Tout ce que je vais faire, c'est un partage d'écran pour vous permettre de voir leur présentation. Alors, vous me dites s'il y a une problématique au niveau de la présentation. Normalement, vous devriez voir la présentation. Est-ce que c'est le cas? Est-ce quelqu'un qui peut me confirmer que vous voyez la présentation? C'est parfait? OK. Oui. Alors, je laisse la parole à mes étudiants. Je veux juste voir si je fais un petit pointeur sur la... Est-ce que vous voyez le pointeur sur la présentation? Non. Parfait. Alors, je leur laisse la parole. Et comment? Bonjour, c'est Elias Dabi. Aujourd'hui, je vais présenter l'ordre du jour. D'abord, on va vous présenter le mandat de notre travail aujourd'hui. Ensuite, on va vous expliquer les méthodes qu'on a utilisées, qui sont utilisées pour tous les immeubles. On va vous présenter les 3 immeubles sujets, où sont localisés nos immeubles, et ensuite vous présenter les ventes comparables utilisées pour évaluer les immeubles. Ok, c'est ça. Non, c'est ça. Okay. Donc, notre mandat, c'était de prendre des photos des immeubles qu'on a pris sur Google Maps, qui sont situés sur le plateau Mont-Royal, et on devait compiler les données des ventes comparables retenues par la Ville dans un tableau pour comparer les prix de vente, les valeurs overall et les valeurs réelles des bâtiments. Je vais vous expliquer un peu les termes qu'on utilise dans ce cas-ci pour vous aider à mieux comprendre quoi mettre selon les définitions. Donc, on a le numéro de cadastre. Ça, dans le fond, c'est l'identité de votre terrain. C'est comme son numéro d'assurance sociale. Par la suite, on a l'année de construction. Dans le fond, ça, c'est l'année où le bâtiment a été construit. On a le nombre d'étages. Dans le fond, vous dites combien d'étages a votre bâtiment. Puis ça l'exclut, le sous-sol. Vous avez le prix de vente aussi. Dans le fond, c'est le prix auquel la propriété s'est vendue. La date de vente, ça, c'est la date de l'acte de vente. Ça, dans le fond, c'est la date où la transaction a eu lieu.
Par la suite, on a la valeur au rôle. Puis, dans le fond, ça, c'est la valeur du bâtiment au rôle d'évaluation. On a la valeur au rôle du terrain. C'est la même chose pour le bâtiment, mais pour le terrain, ce qui est séparé. On a par la suite la superficie du terrain qu'il faut mettre. Dans le fond, c'est la superficie totale de votre terrain en mètres carrés. Par la suite, on a la valeur du terrain. C'est la valeur au rôle d'évaluation du terrain. Oui, tout à fait. Par la suite, on a la valeur du terrain dollars par mètre carré. Ça, dans le fond, c'est votre terrain divisé par la valeur de... La superficie de votre terrain divisée par la valeur de votre terrain. Par la suite, on a la même chose pour le bâtiment. Donc, la valeur du bâtiment divisée par la superficie de terrain. Puis, on a la valeur réelle du bâtiment. C'est le prix de vente moins la valeur rôle du terrain. Puis, on a la valeur réelle. Ça, c'est la valeur réelle du bâtiment divisée par l'aire des étages. Puis, vous pouvez dire aussi l'état extérieur du bâtiment. Dans le fond, quand vous le regardez, comment est-ce que vous trouvez les composantes, dans quel état elles sont. Et pareil pour la qualité des composantes extérieures, la qualité des revêtements utilisés lors de la construction. Vous pouvez utiliser les termes excellent, bon, moyen, faible et très faible. Donc, ça, c'est notre immeuble sujet. Donc, on a rentré toutes les informations qu'on avait besoin que Evie vient de présenter. Donc, le numéro de cadastre, l'année de construction, ici, c'est 1900. Le nombre d'étages, on en a 2. Ensuite, l'aire des étages, c'est 201,50 mètres carrés. La valeur au rôle, c'est 1 552 400. La valeur au rôle du terrain, c'est 518 400. La superficie du terrain au mètre carré, c'est 216. La valeur du terrain divisé par la superficie, ça nous a donné 2400. Et la valeur rôle du bâtiment, ça nous a donné 1 034 000. Donc, voici le plan de localisation. On peut voir que la petite maison rouge, c'est notre immeuble sujet. Et on peut voir que tous les points en couleur autour, c'est nos comparables. Puis, on peut noter qu'ils sont tous dans un secteur assez proche de notre immeuble sujet. Donc, ça, c'est le comparable numéro 1. Pour ce qui va suivre, on va seulement vous dire, dans le fond, le taux unitaire. Donc, sa valeur dollars par mètre carré. Donc, pour le projet, pour le comparable 1, c'est 4 740,99. Pour le comparable 2, c'est 5 407,4. Pour le comparable 3, on a retenu 8 220,99. Pour le comparable 4, 7 565,90. Pour le comparable 5, on a 5 161,86. Pour le comparable 6, on a 1709,46. Pour le comparable 7, on a 6 520,22. Pour le comparable 8, on a 5 455,56. Pour le 9, on a 8 393,8. Pour le 10, on a 6 200,40. Pour le 11, on a 7 512,46. Pour le 12, on a 4 899,69. Pour le 13, on a 5 298,59. Et pour le 14, on a 6 148,29. Parfait. Donc ça fait une conclusion. On a utilisé un intervalle de minimum et de maximum, c'est-à-dire le minimum parmi les comparables et le maximum parmi les comparables. Donc ça fait un intervalle entre 1709 $ le pied carré et 8 393 $ le pied carré. Le mètre carré, pardon. Ouais, je suis habituée de travailler en pied carré, fait que ça m'a mélangé. Désolée. C'est en mètres. Maintenant, on va vous présenter les condos. Donc, le plan de localisation de notre maison se trouve dans la petite maison rouge. Donc, ici, on peut aussi voir que tous les comparables sont dans le même secteur. Donc, ici, l'immeuble sujet, on a fait la même chose que l'immeuble unifamilial. Donc, on a mis l'année de construction 1910, le nombre d'étages 1, l'aire des étages 93,10, la valeur rôle 852 800. La valeur rôle du terrain, c'est 161 900. La superficie du terrain en mètre carré, c'est 67,45 mètres carrés.
La valeur du terrain qu'on a utilisé par la superficie, ça a donné 2430. Ensuite, la valeur au rôle du bâtiment, ça nous a donné 690 900. Donc, pour le premier comparable, on a retenu un taux unitaire de 6 378 par mètre carré. Pour le numéro 2, un taux unitaire de 6 183. Pour le numéro 3, 3 727. Le numéro 4, 5 426. Le numéro 5, 4 082. Numéro 6, 3 758. Le numéro 7, 5 781. Le numéro 8, 4 604. Le 9, 6 146. Le 10, 5 032. Le 11, 4 418. Le 12, 4 235. Le 13, 5 200. Le 14, 4 420. Ça nous donne donc une conclusion similaire à celle des unifamiliales. On a fait un maximum et un minimum. Un minimum de 3 727 par mètre carré et un maximum de 6 683 par mètre carré. Maintenant, enchaîner avec les duplex. On a notre immeuble sujet. On a fait la même chose avec les condos et les unifamiliales. Donc, la construction 1900, 2 étages. On a un aire d'étage de 205,40, une valeur au rôle de 1 026 200, une valeur au rôle du terrain de 518 400, une superficie de terrain de 216 mètres carrés, une valeur divisée par la superficie du terrain de 2400 $, une valeur au rôle du bâtiment de 507 800 avec les états extérieurs, les qualités et les états de l'immeuble. Donc, on a fait la même chose aussi ici aussi avec une carte de localisation. On a la maison en jaune, vous pouvez regarder à gauche de la carte de notre sujet, ainsi que les autres points de couleur, nos comparables. Donc, nos premiers comparables, on a retenu une valeur unitaire de 3 655 et 57 $. Pour le numéro 2, 3 155,76. Le 3, 1494 et 1. Le 4, 1019 et 47. Le 5, 1956 et 37. Le 6, 2040 et 96. Le 7, 1289 et 49. Le 8, 2207 et 39. Le 9, 2810 et 43. Le 10, 4980 et 13. Le 11, 2122 et 5. Le 12, 4552 et 19. Le 13, 3577 et 69. Pour une conclusion d'un minimum et maximum de 1019 $ par mètre carré au minimum et de 4 980 $ par mètre carré au maximum. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Alors, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup, mes étudiants adorés. Là, ils ont passé très rapidement sur la présentation. Je vais arrêter le partage. Alors, ils ont passé très rapidement sur la présentation. Toutefois, sachez que toutes les informations qu'ils vous ont présentées se retrouvent dans votre avis d'évaluation, dans le sommaire du rôle que vous pouvez retrouver sur le site de la Ville de Montréal. Donc, les numéros de cadastre, les années de construction, le nombre d'étages. Le prix de vente provient de l'acte de vente. Donc, c'est une information qui est publique. Il faut faire des recherches au registre foncier pour obtenir ces informations-là. Normalement, c'est payant. Nous, on a des accès comme institution d'enseignement, donc on a pu consulter ces documents-là sans frais. Et ensuite, la date de vente se retrouve aussi sur l'acte de vente. Et vous avez l'aire d'étage qui provient du sommaire du rôle. Vous avez tout ce qui touche les valeurs du terrain et de la bâtisse. Ce sont aussi des informations qui se retrouvent sur le sommaire du rôle. Les calculs mathématiques, c'est juste des divisions. Donc, on prend la valeur du terrain, on divise par la superficie du terrain en mètre carré, vous avez son taux unitaire. Et la même chose pour la bâtisse. Puis, quand on a déterminé la valeur, c'est en fait le prix de vente divisé par l'aire d'étage de la bâtisse, sur lequel on a enlevé, évidemment, l'évaluation de la valeur du terrain pour comparer seulement avec les constructions entre elles. Donc, c'est important de comprendre que l'écart entre les différents résultats proviennent de l'état d'entretien des propriétés, les prix de vente, le secteur, les dates de construction. Donc, c'est des choses qu'il va falloir considérer si vous décidez d'analyser votre dossier pour savoir s'il y a lieu de faire une demande de révision. Alors, pour faire ça, on a mis au point un fichier Excel
Je vais de nouveau partager mon écran pour vous présenter ce fichier-là. Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, on voit. J'entends pas personne qui me dit oui ou non. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, Oui. merci, très bien. Oui. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez ici la première colonne qui se trouve avec les informations que vous allez retrouver sur les documents que je viens de vous énumérer. Puis quand vous voyez des divisions par zéro, c'est juste parce que si vous cliquez 2 fois sur la cellule, vous allez voir que c'est cette cellule-là qui est la valeur du terrain qui est divisée par la superficie du terrain. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer le chiffre. Alors, je vous fais une petite démonstration. Si votre terrain vaut 120 000, puis qu'il y a 3 500 mètres carrés, c'est beaucoup, 350 mètres carrés, bien, vous avez vu que le 342 se calcule automatique. Donc, vous n'avez pas à saisir les informations dans les cellules où c'est écrit divisé par zéro. Tout ce que vous avez à faire, c'est compléter les informations qui sont en haut, puis tous les calculs vont se faire automatiques. Puis, vous avez ici une ligne qui va vous permettre de vous donner une idée de l'état d'entretien ou de comparer ce comparable-là par rapport à votre immeuble à vous. Alors, vous allez pouvoir savoir est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est mieux entretenu, moins entretenu, une date de construction plus récente, moins récente, etc. Donc, dans la qualité puis dans l'état de l'immeuble, vous allez pouvoir vous faire des commentaires. Puis, ça va peut-être vous permettre de comprendre la fameuse conclusion de la valeur réelle au mètre carré d'air habitable. Alors, ça, c'est le chiffrier Excel qu'on va rendre disponible pour les 3 propriétés. Si vous avez 3 propriétés différentes, vous pouvez tout simplement prendre le fichier Excel puis copier l'onglet. Donc, vous avez un onglet qui est vierge ici. Vous avez, avec votre souris droite, vous pouvez simplement faire une copie. Donc, vous cliquez ici sur déplacer ou copier, puis vous allez cocher. C'est important de créer une copie, puis vous allez le mettre en dernier dans votre curseur. Puis comme ça, vous allez pouvoir avoir un autre fichier ici. Donc, voyez-vous, vous avez 2 onglets. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Excel, je vais rapidement, là, mais vous avez 2 onglets. Donc, moi, je vous invite à laisser l'onglet vierge comme ça pour pas l'abîmer, parce que si vous écrasez des cellules, après, vous n'aurez pas de façon de récupérer les données. Puis, vous travaillez dans votre fichier ici. Et vous pouvez faire le nombre de copies que vous souhaitez. Donc, si vous avez un condo, une propriété à revenu, un duplex, quoi que ce soit, vous pouvez faire des copies comme ça de plusieurs fois du classeur pour vous permettre de faire votre analyse. Et nous, évidemment, on rajoute des photos ici qu'on va chercher sur Google tout en haut. Là, c'est simplement une saisie d'écran, puis on va copier l'image tout en haut. Comme ça nous permet rapidement au niveau visuel de voir un peu l'état de la propriété, si c'est vraiment similaire à l'immeuble sujet au bas. Alors voilà, j'arrête le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions sur les documents qui ont été présentés par le Collège Montmorency? On pense à leurs questions. Je voudrais remercier les stagiaires de leur travail. Puis, je vous signale qu'on leur a fourni des lettres de référence parce que depuis plusieurs années, chaque cohorte, on reçoit tellement un travail de qualité qu'on n'hésite pas du tout à leur fournir des lettres de référence bien positives. Alors, merci. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ces 3 cas présentés ou par rapport à la matrice? Les étudiants vont être disponibles aussi sur demande pour si un propriétaire veut se faire aider pour compléter la matrice, ce qui suppose aussi qu'un des stagiaires irait voir au moins de l'extérieur les 14 comparables, puis aiderait à constituer un dossier. Alors, vous pouvez envoyer un courriel à Montréal pour tous @gmail et dire oui, ça m'intéresse. Nous, ce qu'on recommande, c'est que les gens offrent une compensation financière pour le travail des stagiaires à ce niveau-là. Jusqu'ici, tout leur travail est bénévole et gratuit. Mais là, quand il faut qu'ils se déplacent, qu'ils aillent visiter des résidences, bien, on souhaite vivement que vous contribuiez à leur offrir un peu un montant intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? Gênez-vous pas, on sait que ce n'est pas simple
Sophie Thiebaud, à toi la parole, chère Sophie. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir Madame l'enseignante du Collège Montmorency, j'ai oublié votre nom, puis vos étudiants là, merci beaucoup pour vos présentations. Moi j'ai une question parce que je comprends pas toutes. On a vu donc 3 recherches pour comparer des valeurs réelles des bâtiments, mais je trouvais que les conclusions des 3 PowerPoint, c'était justement que les valeurs n'étaient pas comparables d'après moi. En tout cas, je trouve qu'il y avait une énorme variation. Donc, je ne comprends pas pourquoi faut les comparer puisque je trouve pas ça comparable. Je m'excuse d'avoir une question stupide, mais ça fait que je comprends pas pourquoi on les compare puisque c'est pas comparable. À quoi ça sert en fait de les comparer? Merci beaucoup. C'est une excellente question. Et ce sont on a retenu ces propriétés-là parce que ce sont les propriétés que la Ville de Montréal a rendues disponibles dans les comptes qui ont été reçus par les contribuables. Donc, c'est pas nous qui avons trouvé ces comparables-là. On a travaillé avec les comparables qui ont été retenus par la Ville. Donc, quand vous dites qu'il y a des grands écarts de valeur, vous avez raison. On l'a chiffré, on l'a prouvé. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des grands écarts de valeur comme ça. Et les raisons pour lesquelles la Ville a retenu ces propriétés-là. Il faut comprendre qu'ils font des évaluations de masse. Donc, ils ont eu des ventes dans le secteur de l'immeuble sujet. Ils ont retenu certaines ventes. Je pense pas que ça soit de façon aléatoire, mais c'est plutôt en fonction peut-être du quartier, beaucoup, la localisation. Donc, c'est sûr qu'il y a une enquête à faire. Quand vous travaillez sur votre dossier, il faut vous assurer que les comparables qui ont été retenus sont vraiment similaires à votre immeuble sujet. Puis si c'est pas le cas, ben c'est à ce moment-là qu'il faut lever le drapeau. Mais sur les 14 propriétés qui ont été retenues par la municipalité, si vous en avez 7, 8, 9, 10 qui ressemblent à votre immeuble sujet, vous pouvez regarder c'est quoi l'écart de valeur entre ces propriétés-là, puis voir si votre évaluation correspond ou entre dans cet intervalle de valeur-là. Puis si c'est le cas, ben peut-être qu'il n'y aurait pas lieu de faire une demande de révision. Mais si c'est pas le cas, peut-être qu'il y aurait lieu. Alors ça, de toute façon, vous avez Madame Hélène Saint-Denis va pouvoir vous guider là-dessus parce qu'elle est évaluatrice agréée, donc elle va pouvoir vous expliquer tout le processus puis comment il fonctionne. Puis c'est effectivement, il faut creuser. Nous, on n'a pas creusé, on a juste présenté les informations telles qu'elles ont été soumises. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste dire que nous, on a rencontré à plusieurs reprises l'ancien directeur qui est à la retraite, M. Côté, à propos justement de ces comparables. Lui, il dit, utilisez pas ce mot-là, ce n'est pas des vrais comparables. Ce n'est pas forcément ce que l'évaluateur va utiliser pour établir le prix. C'est un algorithme qui va choisir ces ventes-là dans le secteur qui pourraient ressembler à votre valeur. Donc, nous, on est en discussion avec la Ville pour dire, oui, mais l'algorithme, il pourrait-tu être bien précis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui ont utilisé les outils de l'équipe de Catherine, qui ont dit, voyons donc, il n'y en a aucune qui correspond à la réalité de ma propriété. Donc, en ce sens-là, tout à l'heure, on va voir avec Hélène Saint-Denis plus de détails à propos de ça, justement, les fameux comparables. Autre question? Une fois, 2 fois, 3 fois? Alors, on va merci Catherine et merci aux finissants du Collège Montmorency. C'est vraiment apprécié votre travail. Alors maintenant, on va laisser la parole à Hélène Saint-Denis. Comme je disais, c'est une évaluatrice agréée. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. Elle travaille pour la firme Bourassa-Jourdouin et elle vient en tant que bénévole d'entreprise et ça fait plusieurs années qu'on collabore avec eux et ça se passe très bien. Alors, Hélène, à toi la parole. Bonsoir à tous. Je suis contente de faire partie de cette conférence. Je remercie Montréal pour tous de nous avoir invités.
Donc, Bourassa Jodoin, c'est un groupe d'évaluateurs agréés. On est un cabinet d'expertise. Donc, on fait des évaluations vraiment pointues et on répond à plusieurs clients. Notre entreprise existe depuis 1991. Je présente un peu l'entreprise. On accompagne énormément de clients dans divers dossiers, que ce soit de l'expropriation, que ce soit pour fin de financement, contestation, assurance et divers immeubles aussi, commercial, industriel, résidentiel. On a beaucoup de rigueur au niveau de nos évaluations parce qu'on est un bureau d'expertise, donc on cherche à trouver vraiment l'élément, la juste valeur de l'immeuble, considérant les points qui sont à considérer dans la définition de la valeur marchande ou la valeur réelle, évidemment. On essaie de répondre à des besoins spécifiques de nos clients. On conseille et on épaule énormément de personnes. On donne un service aussi personnalisé parce qu'il y a des cas qui sont spécifiques dans les dossiers. Et on essaie d'avoir une compréhension, puis on recherche la satisfaction, évidemment, du client. Donc, maintenant, si on passe à la valeur réelle, on va changer la diapo. On va passer à la 3e diapo. Donc, 2, 3, 4. La 4e, afin que l'auditoire puisse suivre. Donc, dans un premier temps, je vous présente les balises, qui est la définition de la valeur réelle de la loi sur la fiscalité. Ces balises-là vont vous suivre tout au long de votre cheminement pour la consultation de votre dossier à la Ville, puis aussi dans vos préparatifs, éventuellement, si vous décidez de faire une demande de révision. La loi sur la fiscalité a déterminé la façon qu'on doit voir notre propriété, puis déterminer sa valeur. Donc, si on regarde l'article 43 à 46, la valeur réelle d'une unité d'évaluation est sa valeur d'échange. Donc, vous imaginez là, que vous allez tout simplement la mettre en marché libre sur le marché, ouvert à la concurrence. Quel serait le prix le plus probable qui sera payé pour cet immeuble-là selon une vente de gré à gré? Pas la vente à notre beau-frère ou à notre sœur ou à notre père, là. Une vente de gré à gré. Les deux parties, vendeurs et acheteurs, sont vraiment informés de la condition de l'immeuble. Donc, pas de cachette. S'il y a de l'infiltration d'eau, s'il y a une fissure dans le béton, si la toiture coule, on le dit. Puis, le vendeur et l'acheteur sont raisonnablement informés de l'état de l'unité d'évaluation, comme je viens de dire. L'article 44, elle, pour sa part, vient informer la personne qui est en train de faire tout simplement l'exercice que les immeubles qui ne se vendent pas sur un marché libre, c'est la valeur, entre autres, le prix que la personne a cet immeuble, le prix que cette personne-là serait prête à donner, celui qui en fait l'usage. Donc, l'article 44, je ne pense pas que ça vous concerne en tant que tel. L'article 45, c'est pour établir la valeur réelle de l'unité d'évaluation. Il faut notamment tenir compte de l'incidence que peut avoir sur son prix de vente le plus probable la considération des avantages et désavantages. Donc, si vous êtes près d'une école, si vous avez des services de transport en commun pas loin de votre immeuble, si vous avez un parc, c'est des éléments qu'on doit tenir compte nécessairement. Ensuite, dans les balises, la définition de la loi sur la fiscalité, il y a l'article 45.1. L'article 45.1 a connu une modification, comme je le mentionne en titre là, ici, qui, elle, ce nouveau libellé-là va être effectif seulement en janvier 2027, selon moi, parce que pour le rôle actuel, on parle du rôle 2026, 27, 28 pour la Ville de Montréal. La référence, c'est juillet 2024. Donc, à ce moment-là, évidemment, le nouveau libellé, selon moi, va être au prochain rôle pour un autre groupe de municipalités. Mais, qu'est-ce qui est intéressant pour vous à ce niveau-là, c'est que cette nouvelle législation-là fait en sorte que le ministère porte une attention particulière aux immeubles ayant des loyers modestes. Ah, il faut faire attention.
le vendeur est réputé détenir tous les droits du locataire à l'égard de l'unité d'évaluation. Donc, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'un logement à loyer modique ou modeste. Deuxièmement, d'un logement qui fait l'objet d'un accord d'exploitation, notamment en tant que logement abordable, conclu avec la Société d'habitation du Québec ou organise la Société canadienne d'hypothèques et de logement. D'un logement qui fait l'objet d'un accord d'exploitation conclu avec une personne autre que celle mentionnée au paragraphe 2, dont le loyer est déterminé selon des critères prévus par un programme mis en œuvre en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. D'un logement compris dans une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation au nom d'un office d'habitation. Donc, ça, c'est nouveau. Et évidemment, pour les évaluateurs agréés, ça vient leur dire nécessairement de porter attention aux immeubles qui ont déjà des ententes avec des sociétés d'habitation ou des logements modestes dans des programmes, ainsi de suite. Donc, il va falloir porter une attention plus particulière au niveau de la valeur réelle, de tenir compte nécessairement de la situation économique de l'immeuble pour ces immeubles-là qui ont des ententes. L'article 46 est aux fins d'établir la valeur réelle qui sert de base à la valeur inscrite au rôle. On tient compte de l'état de l'unité d'évaluation et des conditions du marché immobilier tel qu'il existe au 1er juillet du deuxième exercice financier qui précède le premier. Ça, finalement, très simple. Pour la Ville de Montréal, c'est 1 an et demi avant le dépôt du rôle. Donc, on parle de 2026, 27, 28, le nouveau rôle. Donc, 1 an et demi avant, on se retrouve en juillet 2024. Ensuite, si on passe à la prochaine diapo. Qu'est-ce qui est important aussi que vous faisiez attention, c'est que tout le monde a des immeubles et chacun se dit, ben oui, mais là, je me retrouve en juillet 2024, mais j'ai fait des rénovations dans mon immeuble, moi, depuis. Puis, c'est le nouveau rôle 2026, 27, 28. Donc, que dois-je faire avec ces rénovations-là? Il faut considérer les rénovations qui ont été faites après juillet 2024 comme s'ils auraient été existants en juillet 2024, selon la valeur qui aurait été en juillet 2024. Donc, on les désindexe par rapport au coût, à leur valeur, puis au marché, on considère ces éléments-là dans la valeur. Ensuite, l'état de l'unité comprend, outre son état physique, sa situation, mais aussi la vue économique et juridique de l'immeuble. Admettons qu'il y a une modification de zonage, qu'il y a des éléments qui viennent nuire aux revenus de l'immeuble. Vous avez un 4 logements, un 5 logements. Il se passe quelque chose qui fait en sorte que vous ne pouvez pas louer un appartement ou quoi que ce soit. Bien, il faut en tenir compte. Ensuite, lorsque l'unité dont on établit la valeur réelle ne correspond à aucune unité du rôle qui était en vigueur à la date applicable en vertu du premier et du deuxième alinéa, les immeubles qui existaient à cette date et qui font partie de l'unité dont on établit la valeur réelle sont réputés avoir été constitués l'unité correspondance à cette date. C'est un peu ce que je viens de dire. Donc, ça résume un peu les balises que le ministère nous donne pour déterminer la valeur que vaut notre immeuble, qui n'est pas sur le marché, mais il faut s'imaginer qu'on la met sur le marché. Il ne faut pas oublier non plus les dates de référence, juillet 2024. Donc, si vous dites demain, OK, parfait, mon voisin s'est vendu, on est en 2026, mais on ne peut pas utiliser cette transaction-là du voisin, qui est un immeuble identique. Il faut se rapporter à des transactions qui se sont vendues avant juillet 2024, puis faire les ajustements qui s'imposent. Donc, les évaluations habituellement de vos municipalités, tout dépendamment, là, c'est juste du monde de Montréal ou peut-être qu'il y a d'autres personnes dans l'auditoire qui ont des propriétés à l'extérieur, mais habituellement, les évaluations sont disponibles au mois de septembre, avant le dépôt du rôle, sur les sites web des municipalités. Maintenant, on va passer à l'élément qui est le plus important pour vous, entre autres. Quels sont les délais pour déposer une demande de révision?
Donc, c'est marqué sur votre avis d'évaluation que vous avez reçu à l'effet que vous avez jusqu'au 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle pour déposer votre demande de révision aux 60 jours suivant l'expédition d'un avis d'évaluation. Donc, vous avez reçu un avis d'évaluation, c'est vrai, mais puisque vous êtes en dépôt, il faut déposer la demande de révision avant le 1er mai. Ça veut dire le 30 avril. Si vous recevez un avis d'évaluation en cours de rôle, comme admettons que pour le rôle 2023, 24, 25, en cours de rôle, vous avez reçu un avis d'évaluation en 2024, le rôle était déposé, la date limite était passée. Là, vous avez 60 jours pour faire une demande de révision. Pour la modification du rôle par certificat, suite à une modification de votre immeuble, à ce moment-là, ou une correction d'office, vous avez avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur ou le 60 jours suivant l'expédition. Donc, si le 1er mai est passé, c'est toujours 60 jours que vous calculez pour faire la demande de revision. Maintenant qu'on connaît les balises, qui est la définition de la loi sur la fiscalité, on doit soutenir notre demande de révision. Hein? Là, OK, parfait, on connaît les dates. On sait aussi, j'ai oublié de vous mentionner, que l'évaluateur, une fois qu'on fait une demande de révision, l'évaluateur a jusqu'au 1er septembre pour répondre à votre demande de révision. Ils peuvent demander une prolongation. Attendez-vous là qu'en 2026, probablement pour certains immeubles, il va y avoir des prolongations. Ils vont dire on va répondre avant le 1er novembre ou le 31 mars, tout dépendamment du type d'immeuble que vous avez. Mais si on revient à l'élément comment soutenir notre demande de révision, donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser des méthodes d'évaluation. C'est comme quand on joue au Monopoly, à un moment donné, il faut se dire, OK, on a des règles dans le jeu, mais non seulement ça, on ne peut pas prendre n'importe quelle propriété, on ne peut pas non plus décider de faire des ajustements ici et là sans nécessairement consulter un expert, mais je vais essayer de vous donner les balises, comment ça fonctionne. OK? C'est évident que comme vous voyez la note, méthode d'évaluation à préconiser, je mets une note que je dis que la présentation qu'on fait aujourd'hui, les méthodes présentées dans ce document sont sommaires, afin de donner une explication simple de la présentation. Ceux-ci ont plusieurs applications qui peuvent s'ajouter selon l'immeuble à évaluer. Un évaluateur agréé est le professionnel de référence pour vous assister dans ces méthodes. Donc, ça, c'est important. Là, ici, moi, je me dis, mon auditoire, c'est des gens qui ont des maisons, qui ont des duplex, qui ont des quadruplex, qui ont du multi-familial. Ils peuvent avoir du semi-commercial. Donc, je touche aussi la méthode du revenu. Dans la méthode de comparaison, donc, les étudiants nous ont bien présenté des méthodes à partir des propriétés que vous avez en ligne avec votre code pour aller sur le site de la Ville de Montréal. Donc, une fois que vous choisissez vos propriétés, il est important de considérer les avantages et désavantages de chacune de ces propriétés-là. Il faut se référer aux données que vous avez d'accessibles. C'est sûr que si vous faites affaire avec un agent d'immeuble, un évaluateur agréé, quelqu'un qui est dans l'immobilier, vous allez avoir peut-être la possibilité d'avoir des propriétés vendues autres que ceux offertes sur le site de la Ville de Montréal. Par Centris, Matrix, du Proprio. Il y a des propriétés qui sont offertes, c'est des prix offerts. Vous avez accès aux prix offerts sur ces différents sites, mais nous, les évaluateurs agréés, on a les prix vendus, puis les ententes. Il faut comparer les immeubles avec leur situation, leur âge, leur surface et leur année de construction. On ne peut pas arriver et dire « Ah, l'autre à côté, il s'est vendu », puis finalement, c'est pas un bungalow, mais c'est une maison à palier ou c'est un cottage, un immeuble à 2 étages, une maison à 2 étages versus un bungalow. Il faut vraiment avoir de la précision dans le type d'immeuble qu'on choisit. Ça, c'est important parce que si moindrement on s'écarte du type d'immeuble que nous avons, c'est sûr que la partie adverse, qui est la Ville de Montréal, dans ce cas-ci, va dire « ben non, c'est pas comparable ». Veuillez vous référer à des immeubles comparables, on va vous en soumettre. Donc, il faut vérifier aussi la surface du terrain, les aires habitables,
Si c'est un immeuble à revenus, vous pouvez regarder les revenus que génèrent ces immeubles-là, les MRB, puis aussi voir s'il y a des éléments qui viennent affecter la valeur de ces immeubles-là. Si la propriété est à côté d'une station-service ou si la propriété est située dans un endroit où il n'y a pas du tout de transport en commun, pas d'école, où il y a une caserne de pompiers, puis on entend les pompiers partir 3 fois par jour, c'est des éléments qui peuvent affecter la valeur de la propriété. Maintenant qu'on a choisi nos propriétés, puis on se dit, oui, je recherche une propriété similaire à la mienne, un étage, sous-sol, attique ou quoi que ce soit, il faut faire des ajustements. Il ne faut pas non seulement se baser sur un élément qui est absolu, la valeur en tant que telle, puis pas faire d'ajustement. On prend le prix de vente des comparables retenus. C'est ça qu'on fait, nous, les évaluateurs agréés. Certains vont avoir certaines applications un peu différentes, mais peu importe, l'important, c'est de suivre une méthodologie. On l'ajuste dans le facteur temps. C'est sûr que vous ne pourrez pas retracer des propriétés vendues en juillet 2024, spécifiquement le 1er juillet. Vous avez le droit d'en prendre avant, puis vous avez le droit un peu d'en prendre jusqu'en décembre 2024. Vous pouvez nécessairement rétablir le prix de vente à partir de statistiques que vous pouvez retracer sur le marché, dans les informations que vous avez en ligne ou à la Chambre immobilière du Grand Montréal, ou essayer d'avoir des informations disponibles si vous avez des gens dans votre entourage dans l'immobilier. Un évaluateur agréé va savoir très bien là, vous présenter un très beau tableau, mais si vous voulez commencer à travailler vous-même, c'est de cette façon-là. Une fois que vous avez votre propriété, vous faites un ajustement pour la condition du bâtiment. Il est-tu rénové ou il n'est pas rénové comparativement à moi? L'ajustement à l'âge apparent. Votre immeuble a-t-il un âge plus âgé que la propriété que vous avez choisie? Ajuster pour la situation, la superficie du terrain. Si la propriété est comparable à un très, très grand terrain puis vous, un petit, bien, il y a un ajustement à faire pour la superficie du terrain. L'ajustement pour un sous-sol fini, l'ajustement pour les piscines, garages, climatisation. Puis par la suite, vous obtenez une sommation, un prix redressé, une valeur redressée. Ces résultats vont donner une tangente de la valeur réelle pour la propriété sujet. C'est sûr que si c'est fait par un évaluateur agréé, ça va être quelque chose qui va être plus qu'une tangente, ça va démontrer la valeur réelle de la propriété. Donc, ceci donne, comme j'ai marqué, le résultat de l'indice de valeur selon la méthode de comparaison. Par la suite, si vous avez une propriété, on va passer à la diapo suivante. Si on passe à la méthode du revenu, ça, la méthode du revenu est appliquée pour les immeubles de 5 logements, 6 logements et plus. Pour les immeubles qui sont en deçà, qui ont des logements à l'intérieur, on peut utiliser le MRB. Donc, le MRB, c'est le multiplicateur du revenu brut sur le prix vendu. Ça vous donne un multiplicateur que vous utilisez par rapport à vos revenus et vous appliquez, ça vous donne une tangente de valeur nécessairement pour ces petits immeubles-là avec moins de logements. Mais si on tombe à la méthode du revenu avec un immeuble de plus grande ampleur, comme sur la photo, on doit analyser à son plein potentiel le revenu et les dépenses de l'immeuble. Si, mettons, votre immeuble n'est pas plein à 100 %, il n'est pas occupé à 100 %, n'arrivez pas avec un revenu qui se trouve nécessairement être à 50 %. C'est sûr que la ville ne va pas accepter. Il faut que vous mettez le loyer comme s'il était occupé à 100 %. Donc, les espaces qui sont vacants, vous allez leur octroyer un loyer fictif pour obtenir un loyer potentiel total de votre immeuble. Ça va donner le revenu de location. Vous allez regarder aussi si vous avez des espaces de stationnement que vous louez. Vous allez les ajouter, à moins que ça soit dans le bail. Le revenu de la buanderie, le recouvrement des dépenses. Admettons que vous auriez un restaurant au rez-de-chaussée ou une garderie ou tout autre commerce au détail, puis vous lui demandez de rembourser une partie des dépenses, des taxes ou quoi que ce soit. Bon, bien, c'est un revenu qui vient s'ajuster au revenu total de la propriété. Donc, la sommation de ces revenus-là, ça nous donne le revenu brut. Par la suite, on soustrait le taux de vacances et les mauvaises créances selon la typologie de l'immeuble. On ne prend pas un taux de vacances général.
Oui, il en existe, mais c'est pas ça, là. C'est que si votre immeuble contient seulement des espaces, des appartements des 1,5, c'est sûr que le taux de vacances va être plus élevé. Si vous avez des appartements où c'est des immeubles, la typologie, c'est dans les appartements, c'est du 3,5, du 4,5 ou du 5,5, le taux de vacances va être plus bas. Donc, ces éléments-là sont importants à considérer. Vous pouvez aller dans les statistiques nécessairement pour retracer ces informations-là facilement, tout simplement. Donc, avec la typologie des appartements de l'immeuble. Ça vous donne un revenu brut effectif. Une fois qu'on a soustrait le pourcentage, on soustrait par la suite les dépenses de l'immeuble à notre revenu brut effectif. Par la suite, quand on parle de dépenses, on s'entend, c'est les taxes municipales, les taxes scolaires, les assurances, le déneigement, les vidanges, la sécurité. Vous avez l'entretien, les frais d'administration, ça c'est important. Puis ensuite, vous divisez par un taux d'actualisation. Donc, le taux d'actualisation, celui-ci est retracé sur le marché à partir de transactions dont on connaît le revenu net et on obtient un taux d'actualisation avec tout simplement là, une application mathématique pour ensuite le considérer à des types d'immeubles spécifiques selon des typologies, que ce soit du multifamilial, du semi-commercial ou quoi que ce soit, qu'on peut appliquer à nos immeubles. Ça, c'est la méthode du revenu. Je ne sais pas dans la salle s'il y a des gens qui ont des propriétés, qui ont plusieurs logements, mais nous avons aussi la méthode du coût qu'on utilise. La méthode du coût ici, on utilise dans la loi sur la fiscalité des volumes spécialisés. Le sommaire de cette méthode ne sera pas présenté dans la présentation de Montréal pour tous. On vous conseille de vous référer à un évaluateur agréé. Donc, par la suite, maintenant que vous avez une idée de la valeur auquel arrivent vos tangentes de valeur avec la méthode de comparaison, moi, ce que je vous suggère, allez consulter tout simplement votre dossier à la Ville. Les évaluateurs de la Ville de Montréal, ils sont accueillants, ils vont vous recevoir, ils vont tout simplement vous montrer votre dossier. Vous allez appeler au département de la Ville, vous allez prendre rendez-vous. Tout simplement, vous allez informer l'évaluateur des inquiétudes que vous avez par rapport à votre propriété. Vous allez lui demander les méthodes retenues, les informations techniques sur votre immeuble, nécessairement quelle est la superficie que vous avez de bâtiment, quelle est la superficie de terrain, l'âge, les rénovations que vous avez au dossier. Vous lui demandez ces informations-là, tout simplement, puis vous comparez. Si vous avez un immeuble à revenus, vous pouvez demander aussi les revenus qu'ils ont, les dépenses. Il ne faut pas oublier que la Ville de Montréal, lorsque c'est un immeuble à revenus, envoie des enquêtes aux contribuables à compléter avant le dépôt du rôle pour prendre connaissance des revenus et dépenses pour arriver à une valeur plus juste. Ça, c'est important de les compléter pour leur aider à déterminer la valeur de votre immeuble. Cependant, si vous avez des hésitations à le compléter, je vous conseille de vous référer à un évaluateur agréé qui va vous assister pour le compléter afin d'éviter de faire des erreurs. Dans le passé, j'ai vu des clients qui, malheureusement, avaient fait des erreurs en le complétant, puis ça l'avait nuit aussi à leur valeur par la suite au rôle. Donc, par la suite, on avait fait corriger. Donc, maintenant, on va passer à l'autre diapositive. Donc, comme ici, je mentionne vérification à faire, je l'ai dit rapidement dans la diapo précédente, vérifiez les informations, emmenez-leur votre certificat de localisation. Comme ça, ils vont voir exactement vos superficies. On en a tous un certificat de localisation, il n'est peut-être pas à jour. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas nécessaire d'en faire un pour ça, mais si vous l'avez sous la main, apportez-le. Montrez-leur les problèmes que votre immeuble a une fois que vous êtes assis avec l'évaluateur, l'état du bâtiment, les rénovations à court terme ou à moyen terme à faire. Donc, les fenêtres à changer, la toiture, les fissures dans la fondation. S'assurer de comparer les revenus réels en juillet 2024 si vous avez des revenus dans votre immeuble. Appliquer la même façon pour les dépenses. Donc, vérifier le montant d'assurance qu'il utilise, les taxes, les réserves immobilières si vous avez un immeuble à revenus, les frais d'électricité, de chauffage, ainsi de suite. C'est des points qui sont importants. Puis, eux, dans votre dossier, ils ont une genre de plateforme
avec les chiffres qu'ils ont auxquels ils sont arrivés à la valeur de votre propriété. Rien ne vous empêche de les regarder puis d'essayer de les reproduire sur une feuille. Puis une fois que vous êtes rendu chez vous dans votre salon, puis vous prenez vos chiffres, vous essayez de voir si les chiffres qui ont été mis corroborent avec ce que vous avez. Parce que souvent, lorsqu'on discute avec quelqu'un, on peut oublier certains éléments. Puis par la suite, une fois peut-être reposé dans notre salon, on se dit « Oups, je pense qu'il y a un élément qui est important qu'ils n'ont pas au sujet de ma propriété qui pourrait changer la valeur. » Puis évidemment, c'est de consulter un bureau d'évaluateurs agréé qui va pouvoir vous assister. Nous, Bourassa Jodoin, on est une équipe. Moi, je suis la spécialiste en contestation municipale, consultation d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas des contestations dans tous les dossiers. On épaule le client dans le sens qu'on lui aide à regarder nécessairement les éléments positifs et avantageux de leur immeuble. On établit la valeur de leurs immeubles pour finalement prendre la décision s'ils doivent contester. En ligne à la Ville de Montréal, vous avez, à la prochaine diapo, les taux de taxation. Parce que décider de faire une demande de révision, il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts pour la demande, mais il y a aussi de savoir, est-ce que pour vous, ça vaut la peine de faire la demande de révision? Donc là, à la Ville de Montréal, bien là, vous avez reçu vos comptes de taxes, donc c'est plus facile pour vous. Mais si jamais vous avez des propriétés dans d'autres arrondissements, vous ne trouvez pas votre compte de taxes, là, vous l'avez en ligne, là. Vous avez les taux de taxation pour retracer, pour savoir combien pourrait représenter une baisse d'évaluation. Donc, la diapo suivante représente aussi les taxes par arrondissement. Vous avez la tarification volumétrique de l'eau, les taxes sur les parcs et le stationnement. Ça, c'est des éléments qui sont importants à regarder. Ensuite, à la diapo suivante, le tableau des classes d'immeubles non résidentiels. Le tableau des classes d'immeubles non résidentiels est important pour vous si jamais d'entre vous, vous avez des personnes qui ont du Airbnb dans les propriétés. Donc, actuellement, la Ville de Montréal a modifié la façon nécessairement de taxer ces propriétés-là. Il y a eu tout simplement un article 244.31 de la loi sur la fiscalité qui a eu des modifications qui a fait en sorte qu'on a demandé aux contribuables à Montréal de tout simplement s'inscrire selon la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Ça fait en sorte que votre immeuble devient catégorisé avec un taux de taxation INR. Donc, si l'immeuble en entier est occupé par des Airbnb, il y a probablement des chances que votre compte de taxes est triplé pour l'année 2026. Donc, l'important pour vous, probablement que votre locataire ou vous avez reçu un document à compléter et vous avez dû mentionner que oui, vos espaces étaient loués à court terme, à moyen terme, selon telle réglementation, ainsi de suite. Et évidemment, en ce qui a trait à la Ville de Montréal, dans la loi sur la fiscalité, c'est légiféré, ils ont le droit de taxer. Cependant, il y a des éléments qui font en sorte qu'il faut s'attarder à savoir à quel pourcentage ces immeubles-là sont utilisés pour du Airbnb. Donc, le tableau des classes d'immeubles non résidentiels était utilisé, puis en tout cas, pour les Airbnb, il le sera peut-être, c'est ça que je veux en venir, mais était utilisé pour des immeubles qui étaient semi-commerciaux. Donc, si vous avez tout simplement un commerce au rez-de-chaussée puis 2 logements à l'étage, c'était de considérer quelle est la valeur que représente la portion résidentielle sur la valeur réelle de votre immeuble. Cette portion-là résidentielle, évidemment, est établie à partir du revenu net, considérant un TGA résidentiel, la même chose du côté commercial. Donc, si on prend l'immeuble, on regarde les revenus du restaurant, les revenus nets qui en est généré, puis on le divise par le TGA, quelle est la portion que ça nous donne comme valeur sur l'ensemble de notre valeur réelle, puis comme ça, on peut déterminer nécessairement le pourcentage, puis ensuite la classe. Une fois qu'on a la classe, nécessairement, bien, on a le taux de taxation qui change et qui varie pour le INR. Donc ça, c'est un élément qui est important. Pour les Airbnb, est-ce que ça va être utilisé nécessairement de cette façon-là pour en discuter? Peut-être probablement qu'il y a des gens qui vont l'utiliser et on va voir comment on va procéder là, dans ces cas-ci.
Si on passe à la diapositive suivante, produire ou pas une DDR. C'est un peu ce que je vous mentionnais tantôt. Il faut regarder les taux de taxation, il faut regarder notre niveau de classe aussi. Il faut considérer ça. Puis, il faut considérer que la Ville de Montréal a tout simplement un étalement de l'évaluation foncière pour la taxation. Donc, si votre évaluation en 2026 a beaucoup augmenté, l'évaluation que vous avez totale à la fin de 2028 n'est pas taxée nécessairement au total sur votre compte de taxes en 2026. C'est toujours un tiers d'augmentation, 2 tiers, puis la dernière année, la valeur totale. Donc, quand il vient le temps de contester l'évaluation, soyez bien informés que vous n'aurez pas un remboursement comme si ce serait la valeur à la 3e année. Ça va être toujours renversé de la même façon, une économie de 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers sur les taxes nécessairement qui vont se référer à la diminution d'évaluation que vous allez avoir générée suite à votre négociation. Il pourrait aussi se passer que suite aux démarches, malheureusement, qu'il y ait un maintien de la valeur au rôle. Cependant, dites-vous que le temps que vous allez avoir investi à faire cette démarche-là, vous allez avoir beaucoup appris au niveau de l'immobilier. Puis, le temps consacré va vous permettre de mieux connaître le marché en tant que tel. Puis aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec un maintien d'évaluation, bien, nous, les bureaux d'experts évaluateurs, on est là pour vous accompagner et vous permettre de regarder avec vous si le cas échéant, vous seriez trompé dans votre analyse nécessairement, puis aussi, dans un autre cas, si vous avez raison, suite aux démarches puis aux calculs qu'on va faire, de vous accompagner vers une demande nécessairement au tribunal administratif du Québec. Une fois que la réponse est émise, les contribuables, ils ont quand même un délai pour faire une demande nécessairement au TAC. Cependant, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que pour les demandes de révision, quand on les dépose, si on revient aux demandes, parce que là, j'ai sauté une étape, là, je suis déjà rendue au tribunal, il y a des coûts. Ces coûts-là, vous les avez en ligne à la Ville de Montréal sur le site. Donc, pour des valeurs inférieures ou égales à 500 000 c'est 90 360 pour des valeurs de 500 000 à 2 millions. De 2 millions à 5 millions, c'est 605. Puis supérieur à 5 millions, 1 215 Maintenant, si on passe à l'autre document, c'est la demande de révision. Ça, c'est la demande de révision que vous avez en ligne. Quand vous allez sur le site Internet de la Ville de Montréal, vous avez tout simplement un onglet demande de révision, évaluation municipale, faites une demande de révision en ligne. Vous l'avez en ligne, vous l'avez en PDF. Donc, ça, c'est la démonstration du document PDF que vous pouvez remplir. Vous pouvez aussi la faire en ligne. En ligne, vous avez tout simplement des questions qui vous posent, vous répondez, mais c'est pratiquement les mêmes questions que vous retrouvez au formulaire. Tout ce que je vous ai dit se retrouve dans la première page du formulaire au niveau de la réglementation, comment déposer une demande de révision, quels sont les délais, quelles sont les prochaines étapes aussi à suivre suite au dépôt, qu'est-ce qu'il y en est. Donc ça vous explique nécessairement, vous prendrez le temps de le lire. Puis ensuite, l'autre diapo vous démontre les endroits à compléter. Si on passe à... Oui, exactement. Donc, ici, c'est le document que vous devez compléter, les renseignements sur l'unité d'évaluation. Vous avez au point 2, renseignements sur l'identité du demandeur. Hein, ça pourrait être le propriétaire, le locataire, ainsi de suite. Vous avez aussi la situation à l'origine de la demande de révision. Donc, vous êtes en dépôt d'un nouveau rôle. Donc, ce serait la première pastille à gauche en haut. Puis ensuite, au point 4, objet et motif de la demande de révision. Bon, la valeur de l'immeuble. Vous pouvez inscrire la valeur que vous pensez ou mentionner à venir nécessairement. Puis, vous dites le motif. Pourquoi vous faites la demande de révision? Donc, vous avez peut-être plusieurs motifs. Peut-être que votre immeuble a plusieurs travaux différés. Peut-être que nécessairement, vous avez perdu un locataire important parce que votre immeuble a un problème au niveau d'un logement qui n'est pas réglementaire ou quelque chose comme ça qui est important et qui affecte la valeur de votre propriété.
Donc, ça, c'est la demande de révision. Maintenant, si on passe à la diapo suivante, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer suite au dépôt de la demande de révision? Donc, vous allez recevoir nécessairement une copie avec la date butoir de la réponse de l'évaluateur de la ville, qui va être probablement le 1er septembre. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est essayer de vous informer du nom de l'évaluateur attitré à votre dossier. Suite à ça, il va y avoir une communication. L'évaluateur veut connaître les raisons de la demande de révision. Votre motif, là, vous allez avoir inscrit certaines choses, mais là, il va vouloir savoir nécessairement s'il y a d'autres éléments qui sont importants. C'est le temps de se préparer. Hein? Une fois que vous avez fait votre demande de révision, l'évaluateur ne vous a pas encore appelé, puis c'est le temps de commencer là, à voir ce qu'on peut rajouter. Donnez les informations pertinentes au soutien de la valeur de votre propriété, ce que vous recherchez, puis qu'est-ce qu'il y en a. Si vous avez fait faire des soumissions, donnez-leur, informez-les de ces informations-là. La deuxième communication, ils vont vouloir visiter votre propriété. Soyez prêts à montrer lors de la visite les problèmes de l'immeuble. Ayez vos soumissions, démontrez à l'évaluateur les coûts anticipés pour effectuer les réparations à court terme, à moyen terme. Démontrez vos choix de comparables et la valeur recherchée. Soulignez les changements dans l'environnement de votre propriété depuis son acquisition. Il y a des éléments, quelquefois, qui sont économiques, qui sont autour du voisinage, puis ça vient affecter la valeur de votre propriété. Un nouveau feu de circulation, un stop qui n'était pas là, ils ont mis un terre-plein, ils ont mis un mur anti-son, puis bon, imaginez-vous un peu là, tous les points qui peuvent se produire. La troisième communication, ça va être la transmission des documents recherchés par l'évaluateur municipal permettant de négocier une baisse d'évaluation. Ils vont vous demander, donnez-nous les informations, donnez-nous votre rapport d'évaluation, donnez-nous les soumissions que vous avez afin qu'on puisse présenter ça, faire l'analyse et présenter ça à notre directeur et vous faire une proposition, tout simplement. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, la question qu'il faut se poser, c'est comme je mentionnais tantôt lorsque j'avais sauté les étapes et j'étais rendue au tribunal administratif, c'est que est-ce que la valeur qu'on nous propose, elle est bonne? Suite à la réception de la réponse, vous devez accepter ou refuser cette réponse-là qu'ils vont vous donner. Donc, c'est important de vérifier la date butoir au bas de la réponse de l'évaluateur. C'est marqué 30 jours pour accepter votre proposition qu'ils vous ont fait ou 60 jours pour la contester auprès du tribunal administratif du Québec. Déposer une requête au tribunal administratif du Québec, c'est sûr qu'il y a un accroissement du risque qui freine la prise de décision. Hein? Et on se dit, on va aller au tribunal, c'est épeurant, on se retrouve dans une situation. Aujourd'hui, le tribunal est beaucoup plus ouvert. Ils prennent le temps de discuter avec les contribuables. Il y a des équipes qui font nécessairement le tout pour faire en sorte de démystifier le tribunal en tant que tel, pour essayer de faire des ententes, des réunions. Ils essaient de nous rendre à l'aise devant la situation. Donc, vous pouvez reprendre les négociations, même si vous déposez une requête au tribunal. Donc, rappelez l'évaluateur, j'ai déposé une requête au tribunal et voilà, ça serait-il possible d'en discuter? Évaluez vos forces et vos faiblesses avant de prendre la décision. Quels sont les risques que la valeur augmente ou que la valeur reste pareille ou au contraire que c'est certain qu'il va y avoir une diminution selon votre évaluateur? Vous pouvez retirer la requête aussi. Une fois que la demande est faite, au tribunal, puis vous vous apercevez que vous avez fait une erreur, vous n'avez pas d'expert, vous pouvez la retirer, la requête. S'il n'y a aucune recommandation et que vous ne voulez pas aller au tribunal, vous allez dans la deuxième vague de négociation, puis vous retirez tout simplement, bon, vous changez d'idée et vous ne voulez pas continuer nécessairement devant les tribunaux, c'est possible. Le coût de dépôt, ça va être important que vous vous référez au site web du tribunal administratif. C'est des coûts qui ressemblent à ceux de la Ville de Montréal au niveau des montants. Donc, vous recherchez une baisse d'évaluation. C'est important d'évaluer le coût que ça va vous représenter pour vous et aussi le temps que vous allez y consacrer. La mesure, établissez votre meilleure solution de rechange à une audition.
Donc, c'est important de faire en sorte de dire, ah non, je ne vais pas sur une situation de position pour me faire entendre sur des points que je ne suis pas d'accord, mais il faut s'assurer que ces gens-là vont vous écouter pour en venir à une diminution d'évaluation. Si c'est seulement pour aller vous plaindre du voisin, puis que ça peu importe ou de votre compte de taxe ou du taux de taxation, je ne pense pas que ça fonctionne. Ce n'est pas la bonne auditoire, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut procéder. Il faut vraiment considérer les balises que je vous ai parlé auparavant, la loi sur la fiscalité, l'état de votre immeuble, de vous préparer avec un évaluateur ou de faire votre scénario avec les propriétés que vous allez avoir choisies, puis présenter ça au tribunal. C'est aussi une décision, ça dépend de la tolérance au risque. Hein, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont venir très, très nerveux, qui vont faire une demande au tribunal, puis nécessairement une requête au tribunal, puis ils vont abandonner, tout simplement. Donc, vous avez une seconde chance de reprendre les étapes, de renégocier, et si les prévisions de remboursement et d'économie vous le permettent, consultez un expert évaluateur agréé ou un avocat afin d'étoffer votre demande, votre dossier, le cas échéant. Ceux-ci peuvent vous accompagner dans vos démarches. Les étapes à suivre quand on est au TAC nécessairement, c'est vous allez recevoir, donc vous avez déposé votre requête, vous allez recevoir une accusé-réception, il va y avoir une conférence de gestion, une conciliation pour céduler votre demande, une conférence préparatoire à prévoir, une audience pour maximiser vos chances de réussite, consulter un évaluateur pour vous assister et étoffer votre dossier. C'est important, si vous faites faire un dossier d'évaluation, l'évaluateur agréé va être demandé nécessairement pour témoigner sur son rapport lors de l'audience. Le rapport d'évaluation de la valeur réelle, au cours des procédures juridiques, c'est comme je mentionnais précédemment, si vous n'avez pas fait faire votre rapport, c'est très important que le rapport soit prêt avant d'arriver au tribunal. Comme ça fait en sorte que c'est plus sérieux, puis ça vous permet de mieux démontrer la valeur de votre propriété. Il ne faut pas oublier que l'expert évaluateur doit prendre un temps pour le produire, ce rapport-là. Il ne faut pas vous arriver la veille de l'audience ou la veille de la première conférence préparatoire puis mandater un évaluateur. Pour la ville, ce n'est pas plaisant, puis pour le tribunal non plus. Il faut démontrer que vous êtes prêt à procéder et vous êtes confiant dans la valeur que vous voulez défendre devant le tribunal. Il peut se passer différentes avenues, donc il peut avoir une recommandation de l'évaluateur, le formulaire 142.1, donc il n'y a pas d'audience, puis finalement l'évaluateur change d'idée puis vous fait une proposition, c'est une baisse d'évaluation qui sera déposée auprès du TAC, puis à ce moment-là, nécessairement, le dossier est conclu, il va y avoir une décision sur le 142.1 que vous allez avoir signé. Advenant qu'il n'y ait pas d'audience à cause d'un règlement, le TAC émettra une décision aussi, c'est la même chose. Par la suite, votre dossier sera réglé. On vous souhaite la meilleure des chances. Qu'est-ce qui est important pour finaliser? La révision foncière simplifiée, comme on dit, c'est que c'est très important pour vous de considérer quand vous vous introduisez dans une contestation municipale que l'évaluation municipale est pour 3 ans. Donc, si vous dites, ah oui, mais là, la première année, j'ai juste le tiers des taxes à payer, la deuxième année, la troisième année, mais au total, considérez les 3 années des taxes additionnées pour vous permettre de prendre la meilleure solution de rechange si vous devez procéder en contestation municipale en faisant une DDR, une demande de révision, ou si vous devez passer au prochain rôle puis ne pas bouger pour le rôle 2026. Les 4 situations qui donnent le droit de faire une demande de révision, c'est le dépôt du rôle, comme on a au 30 avril actuellement qui s'en vient. Ensuite, si, mettons, vous ne faites pas de demande de révision, puis en cours de rôle, en 2027, vous recevez une modification du rôle effectuée par certificat, là, vous avez 60 jours. Vous devez procéder à une DDR, une demande de révision dans les 60 jours. Si vous recevez une avis de correction d'office qui vient de modifier sur le champ l'évaluation qui est existante sur votre compte de taxe, puis vous renvoie un compte de taxe, vous avez aussi 60 jours pour intervenir. La modification du rôle non effectué par l'évaluateur, admettons que vous avez une propriété puis vous démolissez votre garage, là, bien, le compte de taxe reste le même, puis vous n'avez pas de diminution d'évaluation, mais vous avez le droit de faire une demande de révision pour corriger cet élément-là.
Donc, nous avons présenté un survol des différentes étapes à considérer lors d'une contestation foncière. Cependant, nous vous référons aux experts évaluateurs agréés et ou aux différents sites Internet de la Ville de Montréal et du tribunal administratif afin de vous approfondir vos connaissances dans le domaine. J'ai mis les différents sites où vous pouvez aller nécessairement chercher l'information. Donc, ça m'a fait plaisir. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Donc, j'attends vos questions. Bien, merci, Hélène, de cette présentation. Moi, j'avais une petite question d'éclaircissement. Vous dites que l'évaluateur peut fournir une réponse au 1er septembre, mais il peut aussi avoir une extension. Puis dans votre diapo, c'est marqué au 1er novembre 26 ou au 31 mars 26. Est-ce que c'est 31 mars 2027. Ah oui, c'est ça que je pensais. OK, merci. Le 1er novembre 2026, effectivement, c'est bon, mais le 31 mars 2027, pardon. Ça peut aller jusque-là. Oui. D'accord. Oui, oui, oui. Je voulais juste aussi souligner que quand on a rencontré l'ancien directeur du service et la nouvelle directrice, eux, ils disaient que les gens ne se gênent pas pour accéder à leur dossier, pour venir nous rencontrer. Même si des fois vous tombez sur un répondeur, demandez un rendez-vous et vous allez l'obtenir, même si des fois ça prend un petit peu de temps. Puis aussi, vous pouvez appeler justement pour ça au 514-280-3825. Alors ça, nous, on nous dit lors de nos rencontres que les gens ne se gênent pas. Leur dossier, c'est leur propriété et selon la loi, ils ont droit d'accéder à ça. Alors voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas présentement? OK, bien peut-être qu'on... Bien, je remercie beaucoup Hélène parce que dans le fond, c'est tout un exploit d'être capable de vulgariser ça et de résumer ça sans simplifier à l'extrême puis sans déformer les informations. Alors, c'est très précieux, la contribution volontaire d'Hélène et aussi de son collègue Jean-Sébastien qui vient souvent à nos réunions aussi. Alors, là, oui. Bon, ben merci beaucoup pour les commentaires. Il y avait juste des rappels à faire. Donc, si vous avez besoin d'aide des finissants de la technique en estimation et évaluation de bâtiments, vous nous envoyez un courriel à montréalpourtous@gmail.com et vous nous dites, ben moi, ça m'intéresserait d'avoir l'aide des stagiaires, d'un stagiaire à ce niveau-là. Et eux, à ce moment-là, ils vont faire des visites de l'extérieur. Bon, c'est limité, mais c'est quand même des informations précieuses. Moi, je l'ai déjà fait moi-même. Je suis allé visiter les maisons auxquelles on me comparait. Puis, je veux dire, il y avait beaucoup de maisons. Les 14, j'en ai vite éliminé 7 ou 8. Puis, à ce moment-là, on se concentre sur les autres. Alors, ça, c'est bien important. Puis aussi, on doit rappeler que ceux qu'on a aidés depuis 2014, là, à tous les 3 ans, une personne sur 2 qui a contesté a gagné une baisse souvent importante, souvent très importante. Si ça vous intéresse, toujours en m'envoyant un courriel, on a un dossier modèle fait par un groupe de copropriétaires en 2020. Et eux, c'est des gens qui avaient un niveau de scolarité important et qui s'intéressaient à ces questions-là. Ils ont déposé un dossier très, je vais dire, très bien étoffé sur voici ce qui se passe pour notre salle de bain, voici le toit, voici le mur mitoyen. En tout cas,
si ça vous intéresse, ils ont produit un rapport de 4 pages qui est disponible en français ou en anglais et qui explique leur démarche. Ça aide, moi en tout cas, ça m'a aidé à comprendre mieux toutes ces questions-là. Et la personne qui a fait ça, Mme Joan Irving, peut aider aussi à comprendre s'il y a des questions sur ce dossier-là. Alors, merci à Joan qui nous permet de mettre son dossier à disposition. Et eux, ils ont obtenu pour un triplex une baisse de 120 000 $. C'est quand même pas de la petite bière, là, ça commence à être important. Alors, ça, c'est disponible. Oui, c'est ça. Aussi, à l'écran, vous avez une fiche d'évaluation qui nous permet d'améliorer notre travail. Alors, si vous voulez bien remplir ça, ça nous aiderait pour nos prochains ateliers. Aussi, l'autre chose qu'on voulait dire, c'est que, bon, là, nous, on discute toujours ou on présente des informations par rapport à la loi actuelle, puis par rapport aux façons de procéder de la Ville de Montréal, du service d'évaluation. Mais nous, on rencontre la Ville pour améliorer ça. C'est encore trop compliqué. Souvent, les maisons sont évaluées, mais il y a des problèmes. Et, entre autres, on s'aperçoit que souvent, on a même une petite recherche à ce niveau-là, on s'aperçoit que certaines propriétés à faible ou moyenne valeur sont surévaluées par rapport au prix de vente. Et les maisons à forte valeur sont sous-évaluées par rapport au prix de vente. Évidemment, nous, notre échantillon est limité de cas d'inéquité comme ça qu'on a relevés. Et on va en discuter justement le 30 mars avec le président du comité exécutif, avec la directrice des finances, avec la directrice de l'évaluation foncière, pour obtenir des améliorations. Puis un des gros points, un des gros atouts dans notre discussion avec la Ville, c'est qu'il y a une étude américaine de 2021 par un prof de l'Université de Chicago qui a analysé 23 millions de transactions. Et il dit comment ça, les maisons à faible et moyenne valeur sont toujours surévaluées alors que ce qu'on dit en bon québécois, les grosses cabanes sont sous-évaluées. Alors nous, on veut discuter de ça avec les gens de la Ville et c'est ça. Alors, en terminant, l'enregistrement de l'atelier de ce soir va être bientôt disponible. Alors, si ça vous intéresse, encore une fois, envoyez-nous un courriel et on vous mettra en lien on vous rendra disponible cet enregistrement-là. Et aussi, si vous voulez nous aider, Montréal pour tous a reçu une première petite subvention, mais tous les subventionneurs demandent des contributions complémentaires. Donc, nous, on a une campagne là, pour trouver 2 500 $. On est déjà rendu à plus de 800, mais on continue parce que ça va nous permettre d'accoter nos demandes de subvention. Alors, à l'écran, vous avez un peu le formulaire. Nous, on passe par l'entreprise sans but lucratif zefi.com qui ramasse des dons sans prendre un pourcentage. Donc, on reçoit l'entièreté des dons. Avant, on était à PayPal, organisme fondé, entreprise fondée par le sinistre Elon Musk qui a fait beaucoup de profit. Alors, on a abandonné ça pour aller à Zefi. Alors, vos dons sont entièrement... Alors, pour finir, je voulais remercier évidemment Catherine Nadjem, les étudiants finissants du Cégep Montmorency, Hélène Saint-Denis qui ne compte pas son temps pour nous aider, et aussi toute l'équipe d'Attaque Québec et du Conseil central du CSN du Montréal métropolitain qui nous appuie dans nos soirées sur la fiscalité municipale.
Et enfin, finalement, je veux remercier Pierre-Olivier, notre technicien ce soir, et son patron qui est prêt à répondre si on avait eu des pépins de chez lui, Gabriel Cotenoir. Alors, je remercie donc l'entreprise webtv.coop de ses services. Et si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, soit des questions à Catherine et son équipe, soit à Hélène. Vous me les transmettez, puis après ça, ben moi, je vois qui est mieux placé pour y répondre. Donc, merci beaucoup et à une prochaine